bienvenue dans Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Selle-Neuve. Ce quartier est situé à l'ouest de Montpellier, à 5 km du centre historique, entre le quartier de Petit-Bar et les Hauts-de-Massanes. A l'origine, Selle-Neuve ne fait pas partie de Montpellier. Il s'agit d'un véritable hameau dont l'histoire remonte à l'époque de Charlemagne. Dans le courant du 19e siècle, Selle-Neuve est intégrée officiellement à la ville de Montpellier, une véritable ville dans la ville, d'où cette impression aujourd'hui de se balader dans une petite commune. Au cours de cette émission, nous découvrirons les lieux emblématiques qui font vivre ce quartier, avec le vieux village d'un côté et la Sac-la-Fontaine de l'autre. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous à l'église Sainte-Croix. Suivez-moi. L'histoire de l'église est liée à l'histoire du village de Selle-Neuve. Selle-Neuve est plus ancien que Montpellier. Selle-Neuve, il y a un papier de Charlemagne qui donne le terrain en 799 aux moines d'Aniane pour construire un prieuré qui s'appellera Cellanova, d'où le nom de Selle-Neuve. Les moines se sont installés ici. Quand même, l'église ne date pas de ce moment-là. L'église de cette époque a dû être démolie. Celle-là ne date, si l'on peut dire, que du XIIe siècle. Elle a ensuite été rehaussée au XIVe. On peut voir d'ailleurs la différence dans la construction, la taille des pierres et la forme du chevet. Elle a été rehaussée, je pense, pour pouvoir servir de refuge aux villageois quand il y avait des attaques. Il y a au-dessus des voûtes de l'église une grande salle où on peut difficilement accéder maintenant, mais on voit de dehors les machicoulis et les fenêtres qui éclairent cette salle. Et ensuite, on pouvait accéder au clocher. Est-ce que vous savez s'il y a des travaux qui vont être faits récemment? Alors, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a une dizaine d'années, on a refait une des fenêtres. À un moment, il avait été question de mettre des vitraux, mais enfin, je pense que c'est un peu tombé à l'eau. On a refait le toit il y a 20 ans peut-être, c'est qui a duré 3 mois. Heureusement que c'était le monument historique qui s'en sont chargés. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres travaux prévus actuellement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, donc, cette église? C'est une église de village très simple, qui a peu de décoration, sauf de petites colonnes au vitrail qui surplombent l'autel, le chœur. Mais à part ça, elle est très simple. Elle a résisté à beaucoup de choses. Elle a résisté à la guerre de 100 ans, elle a résisté aux guerres de religion. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des massacres à ce moment-là à l'intérieur de l'église. Et elle a résisté à la Révolution. C'est d'ailleurs la seule église romane qui existe à Montpellier qui soit ouverte au culte. À l'intérieur, vous avez un chevet ordinaire en cul-de-four, vous avez une voûte en berceau, vous avez des colonnes dans le mur. Il y a un de très particulier, si ce n'est la ligne. Il y a une chapelle de la Vierge qui devait être autrefois une porte. Il y a une porte qui a été rouverte dernièrement avec une fermeture assez spéciale, d'une poutre un peu exceptionnelle. Ce n'est pas la cathédrale de Maguelone ou l'église de Saint-Guillaume, c'est une église de village. Avec les années, l'activité de l'église s'est amoindrie avec une ouverture au public tous les jeudis après-midi et 2 messes hebdomadaires le mercredi et le vendredi. Dans les années 70, Selle-Neuve figurait parmi ces villages vignerons du Languedoc. Aujourd'hui, seules les maisons gardent la trace de cette époque révolue. Ici, on est au-dessus d'une ancienne maison de vignerons, c'est ça? Pas vraiment les maisons, ce sont les plus anciennes que les maisons vigneronnes. Ce sont les premières maisons construites autour de l'église. Après le tour immédiat de l'église, il y a eu celle-là, où c'était des maisons assez modestes, où dans la cave qui est au-dessous, même si on rentrait le vin parce qu'on n'en avait pas beaucoup souvent, c'était des maisons très simples, une pièce de façade et il y avait en général 3 pièces en profondeur. La cuisine, la chambre des parents, la chambre des enfants, c'était ça autrefois. Et puis plus loin, vous verrez des maisons plus confortables. D'accord, mais quand même en bas, là, dans les petites, il y avait quand même une porte de garage où on rentrait. Une porte de cave, non. La charrette, on la mettait ailleurs dans des hangars, certainement. Le cheval aussi. Le cheval, si, il devait y avoir le cheval au-dessous. Et le vin. Mais on ne peut pas parler de garage. C'était une cave comme celle qu'on vient de voir là-bas, les salles voûtées près de l'église. Et ce type de maison, comme ça, avec des escaliers, c'est vraiment typique à Selle-Neuve? Dans les villages alentours, on en voit parfois. Mais une rue comme ça, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est vraiment exceptionnel.
Et on ne peut pas y toucher. Je pense que si on voulait la supprimer, ma mère, quand elle était jeune, avait eu la velléité de le supprimer et ça n'avait pas été possible. D'ailleurs, comme il y a des salles voûtées, creuser la voûte pour faire un escalier, ça poserait des problèmes de solidité. Et d'ailleurs, moi je trouve très agréable ces escaliers extérieurs. Il n'y a que quand il neige que c'est embêtant. Cette époque des vignes, certains Selnevois l'ont bien connue et c'est souvent sur l'esplanade Léo Mallet qu'ils se retrouvent. Nous sommes sur les allées Antonin-Chauliac, c'est ici que les joueurs de pétanque se retrouvent chaque après-midi. Comment expliquez-vous que dans chaque ville, il y ait des clubs de pétanque? Pourquoi ça fédère autant les gens, la pétanque? Alors effectivement, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a pas un bourg qui n'ait son terrain de boule. Je pense tout simplement parce que la pétanque a cette particularité, puisqu'on parlait de particularité, d'être joueuse et rassembleuse. Voilà. Et en plus de ça, elle a cette particularité de, comment dire ça, d'éliminer toutes les barrières sociales. C'est important, je crois. Et d'ailleurs, au niveau du club de Selneuve, on a quasiment toutes les catégories socio-professionnelles dans le club. Vous avez des projets un petit peu là pour le club de pétanque à venir? Alors c'est bien que vous me posiez la question parce que notre projet, si vous voulez, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est un club familial avec quand même quelques très bons joueurs, mais l'ambition sportive est annihilée par le fait que notre local est trop petit. C'est-à-dire qu'on a la chance de résider à la Maison pour tous. Donc on est locataire de la Maison pour tous. On a eu un local il y a quelques années qui correspondait un petit peu à l'effectif, qui n'était pas très grand, qui était de l'ordre de 50 licenciés. Or maintenant nous sommes en moyenne 130 licenciés. Nous sommes le deuxième club en termes d'effectifs de Montpellier. Donc cet effectif nous pose un problème parce que le besoin au niveau d'agrandissement du local, c'est pas pour jouer aux cartes comme certains le disent, encore que certains anciens qui jouent aux cartes, si vous voulez, sont peut-être mieux chez nous que dans les foyers où il n'y a que des vieux. Là, ils sont au contact de jeunes, donc ça les revigore. Mais c'est surtout pour pouvoir, dans les compétitions nationales, telles que la Coupe de France ou autres, recevoir des clubs. Et à 2 pas du club de pétanque, il y a ce centre de fitness, mais surtout la compagnie des arts martiaux, présente sur le quartier Selneuve depuis plus de 30 ans. Venez avec moi. Comment vous expliquez que les arts martiaux plaisent, continuent à plaire? Si vous voulez, dans les arts martiaux, si vous voulez, ça reste, comment dire, ça reste convivial. Puis c'est un sport, mais c'est un art. Et un art, si vous voulez, ça nous permet de, déjà, chaque fois qu'on vient ici, ça permet d'oublier tous les soucis. Quand on salue, quand on rentre, on oublie tous nos soucis. Ça nous permet aussi de, comment dire, comme je vous ai dit, de se remettre en question, d'apprendre la maîtrise. Puis on travaille le physique, on travaille le mental. Juste quelle est la philosophie du karaté? La philosophie du karaté, c'est beaucoup d'assiduité, de patience, de maîtrise. Il y a le respect aussi. Et pour les enfants aussi, là c'est un cours adulte. Il y a beaucoup d'enfants maintenant, si vous voulez, ils n'ont pas de respect, on leur apprend le respect, ils apprennent la motricité. Voilà. Et c'est un équilibre aussi. La première technique, c'était sur une attaque sur un coup de poing, si vous voulez. Là, c'est plutôt du karaté pour se défendre, c'est-à-dire il y a un adversaire qui vous attaque au niveau du visage, vous bloquez et puis vous l'amenez au sol. Voilà. Pour l'empêcher de vous attaquer, quoi. Vous le bloquez, voilà, au sol. Et la deuxième technique, c'est un coup de pied au visage.
pareil, on bloque et on le fait tourner. Et on frappe dans le dos. Voilà, on frappe dans le dos et on peut le faire tomber aussi. Et là, qu'est-ce que vous allez leur demander de faire maintenant? Là, si vous voulez bien, on va leur faire, ils vont faire un petit combat. Comme ça, vous verrez un échange. Voilà. C'est parti. Allez, allez, regardez, vous allez vous mettre 2 par 2 et vous faites un petit combat. Vous faites vos coups de pied, des coups de poing, bon, tout en contrôlant. D'accord? On ne peut pas le louper, le cinéma Nestor Burma vient tout juste de rouvrir ses portes. Suivez-moi pour découvrir ce lieu côté coulisses. On a une projection dans une demi-heure dans le cadre de l'école de cinéma. Donc en l'occurrence, le film c'est Azuri Asmar. Donc là, je vais charger le film. Donc là, on est dans le 35 mm, donc dans le système qui est actuellement en cours. Et nous allons aussi passer du numérique cet après-midi, par exemple. Donc on a dans cette cabine les 2 systèmes. Chaque grain est agrandi 1000 fois sur l'écran, donc c'est pour ça qu'on dépoussière à chaque fois, pour éviter d'avoir des taches sur l'écran. Selon les films, il y a plusieurs formats, donc là, je vais le mettre au bon format. Donc là, c'est du 1,85 du panneau, ce qu'on appelle du panneau 1,85. Hier, c'était les émotifs anonymes qui étaient en scope. Donc là, je change le format, donc je change ma petite toile. Voilà, je le mets en 1,85. Et je change aussi ma fenêtre en 1,85. Pour avoir la bonne image sur l'écran, il ne faut pas se tromper. Le son passe en vitesse normale pour qu'il soit lu correctement. Mais au moment de la projection, parce que notre œil, en fait, voit flash 24 fois par seconde. Et donc le cinéma, c'est la même chose. Donc il y a grâce au système de croix de Malte, donc l'image est arrêtée 24 fois par seconde. Contrairement à la vidéo, où c'est 25 fois par seconde, il y a une image de plus à la vidéo. Donc au cinéma, ce qui nous permet de ne pas avoir mal aux yeux et tout ça, d'être vraiment dans les conditions du naturel par rapport à l'œil humain. Tout ça ne passe pas à l'écran, donc c'est pour nous les projectionnistes. Donc ça nous donne un repère, donc on a un décompte. Donc je vais caler l'image. Au niveau du son, donc je vais caler, et au niveau de l'image, donc du faisceau lumineux. Et le temps de démarrer le projecteur, le temps d'envoyer tout le petit machinement, là, le film va passer. Au moment où je vais ouvrir le volet, ça commencera la première image. En fait. De toute façon, le cinéma, c'est de la mécanique et de l'optique. Donc là, c'est mécanique, donc je vais faire le point mort pour être sûr que le projecteur est bien calé. On n'a pas droit à l'erreur, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Si une perfo est décalée, ça nous fait une grosse bande noire d'à peu près 50 cm là-bas. Voilà. Et là, le film, il faut qu'il s'enroule. Il faut qu'il aille quelque part, donc je le mets sur la bobine qui réceptionne le film. Comme ça, de ce côté, il projette, et de ce côté, il enroule en fait. C'était un choix d'avoir gardé le 35 mm et d'avoir installé un numérique. C'est justement par rapport à cette programmation qui est un peu mixte. Donc pour programmer des films art et essai qui, à mon avis, ciblent un peu la clientèle des personnes âgées du quartier, et du numérique aussi pour les jeunes du quartier ou des alentours de Seine-Neuve. Donc voilà pourquoi on est encore en 35 mm. Et moi, personnellement, je suis content parce qu'on fait partie des derniers des projectionnistes qui utilisent la bobine. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le numérique, c'est plus de l'informatique. Donc on charge des films avec des disques durs, on fait notre programmation avec la souris. Donc il n'y a plus ce toucher de bobine, comme à l'époque de l'appareil photo argentique et numérique. Quand on est directeur d'un cinéma, qu'est-ce que ça implique au quotidien? Un fort engagement, un fort investissement. Comme c'est un cinéma qui vient d'ouvrir, une présence dans le lieu pour accueillir les spectateurs, faire connaissance en fait avec eux. Puisque ce qui est intéressant dans un cinéma de quartier, c'est que normalement, d'ici 6 mois, je devrais connaître tout le monde par leur prénom et la vie de tout le monde. Voilà. Et eux, ils doivent aussi connaître la mienne. Et ça, vous trouvez ça bien, justement, qu'il y ait cette proximité avec les gens? Je dirais que dans l'histoire de ce cinéma, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les spectateurs, les futurs spectateurs, qui, à la fermeture de l'ancienne salle en 2007, se sont mobilisés pour qu'il y ait ce cinéma qui existe. Donc moi, je leur ai dit, maintenant, vous l'avez voulu, vous l'avez,
travaillons ensemble pour que ce lieu soit un peu comme vous l'aviez imaginé, un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu aussi où vous vous sentez bien, quoi. Voilà. Donc il ne faut absolument pas les exclure du projet, y compris du projet artistique. Il faut les impliquer dedans et travailler ensemble pour faire de ce lieu un lieu important dans le quartier, quoi. Un volet jeune public, une sélection des meilleurs films du moment et des soirées débats. Voilà l'ambition de ce cinéma de quartier, désormais appelé Cinéma Nestor Burma, du nom du personnage emblématique de Léo Malet. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutsche Qualität. Flex Doors. Das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage. Flex Space, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. Flex Floor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. Retour au quartier Selle-Neuve, au cœur de la ZAC, la zone d'aménagement concerté. Ici, c'est la tradition qui prime, comme dans cette boulangerie, le Four du Moine. Travaillez comment dans cette boulangerie? Eh bien, je travaille un petit peu comme au début du siècle. C'est-à-dire qu'on travaille sans fermentation contrôlée, sans congélation, sans rien. Donc on travaille le soir pour le lendemain, on laisse faire les choses tout doucement. Comme quand vous voulez faire un bœuf bourguignon, il faut prendre le temps de le laisser mijoter. Nous on fait ça. Et donc on ne cède pas de tous les produits qui sont autorisés, mais pour moi condamnés, qui sont sur le marché. Et voilà, ça fait des années on s'est fait un petit nom grâce à ça, je pense. Alors qu'est-ce que vous proposez comme type de pain? Moi, c'est essentiellement ma spécialité, c'est le pain au levain naturel. C'est-à-dire qu'on fait notre levain nous, on garde un petit morceau de pâte tous les jours, avec lequel on fait un levain, et le soir, on pétrit là-dessus. Alors à partir de là, on peut faire du pain bio, si la farine est bio, la technique est la même. On peut faire du pain au levain tradition, pain de tradition française, et puis on fait du pain classique, à la levure, mais sans passer en chambre de pouce, et j'y tiens. Quels sont les gens qui viennent, quels sont les clients qui viennent se servir chez vous? De tous bords. Il y a de tous les âges. Bon, il y a les anciens qui reconnaissent un petit peu la boulangerie de leur enfance, c'est la Madeleine de Proust, un petit peu chez eux sans doute, qui doit se réveiller. Il y a les jeunes qui sont très intéressés, qui ont un produit complètement différent, du pain qui a du goût, qui se conserve. Pour eux, c'est nouveau. Il y a tout type de clientèle, vraiment. Est-ce que vous direz que vous êtes un des piliers du quartier Selle-Neuve? Non, pas un pilier. Une figure sans doute à mon niveau. Il y avait un ancien boulanger petit dans le vieux Selle-Neuve qui faisait un petit peu ce type de travail et qui a pris sa retraite. Et bon, c'est un petit peu des gens qui sont hors du temps. Voilà, immémoriaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du quartier de Selle-Neuve? C'est adorable, le quartier de Selle-Neuve, il y a une architecture fabuleuse, c'est joli, il y a une histoire, Bon, nous, notre côté à nous, le quartier de la Fontaine, il ne faut pas se voiler la face, il y a des commerces qui sont murés, ça a été alloué, quelque part ça a été loupé. L'accès a été loupé, le parking a été loupé,
Donc il n'y a pas la vie qu'il devait y avoir. Mais au départ, ce n'était pas prévu comme ça. Hein. C'était prévu pour faire des terrains de tennis, un complexe sportif. Bon. Et puis, bioup, comme ça se passe souvent, on fait des logements sociaux avec des commerces en bas. Ce qui n'a peut-être pas tout à fait plu aux Selle-Neuve existants de l'époque, puisque bon, on leur a fait un petit dans le dos. Hein. Et donc il y a un petit peu ce truc où nous, on est toujours resté un petit peu à... On attend toujours quoi, que ça se réveille, que ça bouge. Voici la brasserie La Fontaine, un lieu de vie aimé et très fréquenté par les Selle-Neuvois. Bonne humeur, chaleur humaine, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Jamel, c'est vous qui faites tout ça? Ouais. C'est nous qu'on prépare ces gâteaux oriental maison. Voilà. C'est nous qu'on prépare ces gâteaux, ces maisons, 100% maison. Et c'est des tartelettes aussi, c'est fait maison. En plus de ça, tout ce qu'il y a comme plat ou des tartes ou du pain, c'est la boulangerie, c'est Le Four du Moine. Le Four du Moine, je pense que c'est le meilleur boulangerie à Montpellier. Hein. C'est à Montpellier que bon, il fait des trucs vraiment artisanal, 100% artisanal. Au niveau des pâtes, pour le pain, et nous on profite parce que bon, le four il est chaud à 300 degrés 24/24. Moi personnellement j'ai la clé, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ma deuxième commerce que bon, j'utilise là-bas pour faire cuire les tartes de viande, de poulet, tout ce qu'il y a, des gratins et tout ça, c'est ça là-bas et ça qui fait un peu la différence. Après moi j'ai rajouté un peu la gastronomie, que j'ai pris un peu l'oriental à droite à gauche et tout ça. Et ben voilà, et j'ai mélangé ces deux cultures et là maintenant ça marche très très bien. Entrée de jour, j'ai mélangé un peu du cumin et un peu de sel, poivre. On a mélangé pour la salade de foie de volaille. La salade de foie de volaille, je rajoute un peu, tu sais, comme quoi, hop, il y a une petite différence de l'oriental. Ça c'est des pommes de terre. Ça, c'est un petit tagine. Ça, c'est des petits pois. Ça, c'est des cartes artichauts aussi maison. On prépare aussi, voilà, la viande. Ça, c'est du kefta qu'on prépare, la viande hachée, qu'on le prépare maison. Voilà. Pour le troisième plat, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas des fois le veau, il y a des gens qui ne veulent pas de poisson, il y a des gens qui ne veulent pas aussi des pâtes. Vous faites tout vous-même? Voilà. Bon, on est là des fois on prépare la veille et des fois on est là de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. On prépare tout maison, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de congelé. Jamel, juste pourquoi on dit de vous que vous êtes le grand frère ici? Le grand frère, parce que bon, c'est vrai que c'est très très difficile parce que bon, je communique avec ces jeunes qui sont vraiment, c'est des jeunes de quartier qui sont là, que c'est vrai que bon, ils ont beaucoup de problèmes, tu sais, de problèmes de travail, problèmes de dessus et tout ça. Et moi, j'arrive à mélanger un peu cette clientèle. Bon, je fais la clientèle de midi. En même temps, je prends les gens de quartier l'après-midi. Et je sais que les gens de l'après-midi de quartier, des gens c'est des jeunes qui, et des fois, tu sais, bon, ils n'ont rien du tout. Ils savent qu'ils viennent ici, ils regardent la télé, ils sont en sécurité. Attirée par le quartier de Selle-Neuve, Dricia a transformé cet ancien toiletteur de chiens il y a de ça 7 ans. Elle en a fait sa salle de danse orientale pour y exprimer sa culture et sa passion.
toujours dansé, plutôt la danse marocaine. Hein. Et après, j'ai toujours regardé les films égyptiens. Et je regardais les actrices comme Naïma Akif, Samia Gamel qui dansaient dans les films. Et ça me donnait envie. Et c'est sûr, quand j'étais au Maroc, j'ai jamais imaginé que j'allais enseigner la danse orientale. Parce que ça ne suffit pas dans notre famille. C'est pas encore... voilà. On n'enseigne pas la danse orientale Non, souvent c'est les occidentales qui enseignent là-bas, où ça commence. Il y a à peu près 3 professeurs au Maroc en tout. Donc ça commence. Et donc en fait, c'est ici en fait que j'ai plus exprimé ma passion. Vous avez des projets là à l'avenir pour votre association? Ah oui. Donc en fait, il y a 2 projets. Projet où je peux inviter, voilà, c'est une professeure aussi de danse orientale de Montpellier qui s'appelle Sylvie Aziadeh. Et aussi avec Naïla Claudine, une Canadienne aussi qui donne des cours de danse orientale qui ne peut pas être là parce qu'elle a un bébé. Et on a toutes les 3, on compte monter une association. On l'a déjà montée, donc maintenant on va passer à l'action. Voilà. Donc voilà, pour inviter des professeurs internationaux de danse orientale justement à venir et puis faire des animations option culture, des animations culturelles et puis aussi faire des soirées spectacles. Et moi, personnellement, je compte monter un projet centre de bien-être, c'est-à-dire il y a la danse, le hammam, la cuisine, tout. À Selle-Neuve? Je ne sais pas, j'aimerais bien trouver le terrain pour. Lui, c'est Jean Thérin. Avec son équipe de comité de quartier, ils agissent au quotidien pour créer du lien social entre le vieux village et la ZAC La Fontaine. L'arrivée du cinéma, l'attente d'un marché paysan et l'arrivée en 2012 du tram apportent un peu d'espoir. C'est marrant parce que quand on se balade à Selle-Neuve avec vous, vous serrez la main à tout le monde vous connaît. Oui, parce que bon, l'avantage de ma retraite et de mon implication sur le quartier, dans un certain nombre d'actions qu'on a développées, fait que les gens me connaissent. Bon, parce que dans le petit journal, je fais toujours un papier sur, qui présente un peu. Et puis que je fais, parce que c'est un peu mon intérêt, ma passion, je rencontre facilement les gens dans ce jardin. J'ai des contacts avec les parents d'élèves, j'ai des contacts avec des artistes qui habitent le quartier, parce que c'est mes centres d'intérêt. Donc je les connais. Et aussi parfois parce qu'ils m'ont repéré et que dès qu'il y a un problème de poubelle, de stationnement, ils savent que Jean Thérin, il peut être relativement disponible. Ils ont mon numéro de portable, généralement communiqué par la Maison pour tous. Et avant de traiter avec la mairie, souvent ils passent par Jean Thérin. Bon. C'est un peu contraignant de temps en temps. Alors c'est agréable de rencontrer des amis. C'est un peu moins de temps en temps d'être sollicité. Je l'ai déjà été pour... Je ne peux pas me balader dans la rue à Selle-Neuve où j'y fais souvent mes courses ou mes déplacements quotidiens. Mais ça, c'est seulement effectivement depuis quelques années où je suis à la retraite. Avant, je connaissais Selle-Neuve, mais je veux dire, j'y passais pas mes journées. Alors la plaisanterie, c'est il y a le chef du village, il y a monsieur le maire. Bon, c'est... Mais je répète à qui veut l'entendre que je suis ni élu, sauf par les membres du comité de quartier, et que je n'ai pas d'ambition municipale. Comment vous pouvez arriver, vous et les membres du comité de quartier, est-ce qu'il y a une cohésion ou une bonne entente entre le vieux village et la ZAC, et notamment certaines personnes de la ZAC qui regrettent un petit peu les temps anciens où c'était visiblement beaucoup plus calme? Comment on peut faire pour régler tout ça? Vaste problème. Je crois que c'est aussi en créant à travers des manifestations, genre carnaval, genre festivités d'été autour d'un repas, etc., de créer des lieux divers où les gens du vieux village et de la ZAC La Fontaine, pour être très précis, puissent se retrouver, organisés dans ce jardin qui est un peu le lieu central entre le vieux village
et le quartier neuf aussi mettre en place des animations. Et on espère beaucoup que ce cinéma nouveau créera un peu le lien entre ces différents publics, ces différentes personnes qui vivent, chacun effectivement souvent avec leurs préoccupations, leurs problèmes, comme c'est encore le cas, et c'est logique que ce soit le cas, mais c'est, à mon avis, en développant ça et en ne focalisant pas seulement les réflexions ou les réactions sur les problèmes de sécurité, que je ne nie pas, mais en même temps, c'est aussi en se faisant se rencontrer les gens qu'on arrivera sans doute à améliorer les choses. C'est la fin de cette émission. Le quartier Selle-Neuve m'a tellement plu que du coup j'ai voulu tester la salle de sport des allées Antonin-Chauliac. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire. D'ici là, très belle soirée à tous et à bientôt sur TV Sud Montpellier.